Nos ancêtres n'avaient ni écriture, ni livre, ni téléphone. Comment transmettaient-ils l'apparence d'un mammouth? La réponse est gravée sur un mur au fond d'une grotte en France, et elle bouleverse tout ce que nous pensions savoir. Imagine la scène, une étroite fissure dans le calcaire. Quelqu'un s'y glisse à plat ventre, tenant une torche de pain et de graisse. Il s'enfonce plus profondément qu'il ne le faut pour s'abriter, plus profondément qu'il ne le faut pour se protéger, jusqu'à une chambre que la lumière du jour n'a jamais atteinte. Il lève une main contre la paroi et souffle de la poudre d'ocre à travers un os creux. Un halo rouge apparaît. Ils partent. Personne ne le voit pendant 40 000 ans. Voilà le mystère, et la réponse n'est pas vraiment l'art. L'art rupestre désigne les peintures réalisées par les humains anciens, il y a entre 45 000 et 10 000 ans, au plus profond des grottes. Les sites les plus célèbres sont Chauvet et Lascaux en France, ainsi que Sulawesi en Indonésie, où l'on a découvert un cochon verruqueux. Ce cochon, peint sur du calcaire, remonte à plus de 45 000 ans, le plus ancien dessin figuratif sur Terre. La plupart des gens imaginent un homme des cavernes avec un bâton, en train de dessiner un bison parce qu'il s'ennuyait. Il s'avère que c'est faux. Ce n'étaient pas de simples croquis. Ils étaient réalisés au plus profond des grottes, dans des lieux qui exigeaient de véritables efforts pour être atteints. Les pigments devaient être extraits, broyés, mélangés et transportés à la lueur des torches à travers d'étroits passages. Personne ne fait cela par accident. Et voilà pourquoi la question est importante. Quelque part dans cette fenêtre de 40 000 ans, une espèce discrète s'est soudain mise à laisser des traces. Des marques qui ont survécu à la main qui les a tracées. Une pensée s'échappe d'un crâne et se pose à jamais sur un mur. C'est l'un des tournants les plus étranges de toute notre histoire. En gros, le début de la conscience de soi qui s'échappe vers l'extérieur. Ce qui nous amène à la première idée reçue que la plupart des gens ont sur l'art rupestre. Et franchement, elle est totalement fausse. L'hypothèse évidente, c'est que les humains anciens dessinaient ce qu'ils voyaient, une sorte de journal visuel préhistorique. Aujourd'hui, j'ai chassé un cerf. Hier, mon cousin s'est fait piétiner. Regardez notre petit village. C'est ce à quoi on s'attend. Mais ce n'est pas ce qu'on voit sur les murs. Regardez Chauvet. Vous y trouverez des lions, des rhinocéros, des chevaux, des bisons, des mammouths. Regardez Lascaux. Même histoire. Des taureaux, des cerfs, des chevaux sauvages. Regardez Sulawesi. Des cochons, de petits buffles appelés anoa là-bas. Ce qu'on ne voit presque jamais, c'est un paysage. Pas d'arbres, pas de rivière, pas de soleil, pas de lune, aucune hutte, nulle part. Et voici le vide le plus étrange de tous. Presque aucun humain, nulle part. Dans des dizaines de grottes, les figures humaines restent rares. Les scènes de chasse, ce qu'on s'attendrait à voir dessinées par un chasseur, sont si rares qu'elles en sont devenues célèbres aujourd'hui. À la place, on voit des animaux. Et on voit des mains. Des empreintes de mains, soufflées à l'ocre, l'un des motifs les plus répandus de l'humanité. Dans certaines grottes, les empreintes de mains sont plus nombreuses que toutes les autres images réunies. Ce n'était donc clairement pas un journal quotidien préhistorique. Si c'était le cas, on verrait des familles, des repas, des outils, des scènes de météo. On ne voit rien de tout cela sur les murs. Nous voyons les bêtes qui comptaient et les mains de ceux qui sont venus en silence jusqu'au mur. Alors si l'art rupestre n'était pas un journal, qu'était-il? La première hypothèse sérieuse, un langage visuel, une proto-écriture des milliers d'années avant la véritable écriture. Pensez aux problèmes de nos ancêtres. Vous savez traquer un ours des cavernes. Vous savez quelles plantes rendent malade, où l'eau se cache. Tout cela vit à l'intérieur de votre tête. Quand vous mourrez, cela meurt avec vous. À moins que, et voici le sceau, vous puissiez le déposer quelque part en dehors de votre tête. Une marque sur un mur fait cela. Un point rouge, une ligne, la forme d'un cheval. Ces signes portent un sens à travers les saisons, à travers les hivers, à travers les générations. Les scientifiques ont découvert que certains signes non figuratifs, points, lignes, croix, échelles, mains en négatif, se répètent dans des grottes distantes de milliers de kilomètres, les mêmes symboles partout. La France, l'Espagne, l'Indonésie, les mêmes petites formes.
Les chercheurs ont recensé environ 32 signes récurrents, rien qu'en Europe à l'âge de glace. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un vocabulaire commun. Pas une langue complète, pas de la grammaire, mais des formes convenues qui avaient un sens pour ceux qui les créaient et les reconnaissaient. Imagine que tu traverses un territoire inconnu. Tu aperçois une marque laissée par quelqu'un il y a une génération, et tu sais ce qu'elle signifie. Ça, c'est magique. C'est une mémoire hors du crâne. Mais la répétition seule ne peut pas expliquer les grottes profondes. Voici ce qui met à mal la simple théorie de la communication. Si tu laisses des messages, tu les laisses là où les gens les verront. À l'entrée, sur le sentier, près de l'eau, pas enterrés profondément sous terre. On ne rampe pas sur 1 kilomètre au fond d'une grotte plongée dans le noir pour peindre un rhinocéros sur un plafond que personne ne découvrira. Mais c'est bien ce qu'ils ont fait. Encore et encore. Les peintures les plus saisissantes de Chauvet se trouvent dans des salles incroyablement reculées. Les atteindre aujourd'hui exigent des cordes, des casques et des guides. Il y a 40 000 ans, il fallait une torche et une raison. Quelle qu'en soit la raison, cela valait la peine de risquer de se perdre à jamais dans l'obscurité. Alors une seconde hypothèse a vu le jour. Rituel. L'idée, ces grottes n'étaient pas des galeries, c'étaient des lieux sacrés, quelque part entre le temple et le théâtre. Les gens entraient pour accomplir quelque chose, peut-être un rite de passage, peut-être une bénédiction de chasse, peut-être une transe chamanique, une transe induite par le jeûne, par l'obscurité, par le vacillement de la lueur du feu sur une paroi de grotte peinte en mouvement. Il existe en fait des preuves de cette hypothèse de la transe. Des chercheurs ont cartographié l'emplacement des peintures en fonction de l'acoustique des grottes. Ils ont découvert quelque chose d'étrange. Les endroits les plus ornés se trouvent souvent dans des lieux aux propriétés sonores véritablement inhabituelles. Des chambres qui résonnent, qui vibrent, qui transforment une seule voix humaine en un chœur surnaturel entier et sinistre. Ces endroits où un simple battement de tambour ou un chant deviendrait soudain surnaturel. Maintenant, imagine que tu t'y trouves vraiment. La torche vacille. Les parois semblent respirer. Les chevaux peints sur la roche paraissent bouger. Et vous, membre de l'espèce prédatrice suprême, un super prédateur, comme les écologistes nous appellent parfois, et dans cette chambre sombre pleine d'échos, vous vous sentez tout petit. C'est peut-être là la toute première expérience religieuse. Puis les chercheurs ont remarqué quelque chose d'étrange concernant les mains sur les parois des grottes. Et l'ancienne hypothèse a commencé à se fissurer. Pendant longtemps, on a supposé que l'art rupestre était l'œuvre d'une élite de chasseurs masculins, une sorte de clergé préhistorique. Cela correspondait aux stéréotypes, cela correspondait aux affiches des musées, cela semblait tout simplement juste aux archéologues du XXe siècle qui étudiaient ces grottes. Puis quelqu'un a réellement mesuré les empreintes de mains sur les murs, et les chiffres ont raconté une histoire bien différente. Les mains humaines présentent des proportions constantes entre les doigts, et ces proportions diffèrent entre les hommes, les femmes, les adultes et les enfants. Lorsque les chercheurs ont analysé les empreintes de mains dans les grottes de France et d'Espagne, les résultats ont véritablement surpris tout le domaine. Une grande partie des mains en négatif, dans certaines études, la majorité d'entre elles, appartenaient en réalité à des femmes, et un nombre important étaient des enfants. De jeunes enfants, des petits portés dans les profondeurs obscures pour y laisser leurs empreintes. Cela change tout. L'art rupestre n'était pas un club réservé à une caste privilégiée d'artistes masculins d'élite. C'était un acte collectif. Des groupes entiers y participaient. Mères, enfants, aînés, tous se pressant contre la paroi. La grotte n'était pas un studio. C'était un espace cognitif partagé, où une communauté s'imprimait littéralement dans la pierre. Et cela change ce que le dessin faisait réellement au cerveau. Parce que maintenant, on ne parle plus d'histoire de l'art, nous parlons de neurosciences. Quand vous dessinez quelque chose, vous devez accomplir un tour cognitif très étrange. Vous prenez un cheval en 3 dimensions, en mouvement, qui respire, que vous avez vu dans le monde réel, et vous le traduisez en lignes plates. Cette traduction est colossale. Votre cerveau élimine la couleur, le mouvement, le son, l'odeur,
le contexte et en dégage la forme essentielle. Ensuite, il planifie les marques, les exécute, compare le résultat à sa mémoire et ajuste. Voilà les neurosciences en action. C'est un véritable entraînement pour la pensée abstraite. Dessiner externalise la mémoire. Cela place une pensée à l'extérieur du crâne. D'autres cerveaux peuvent la voir. Et toi, tu peux la revoir demain. Tu peux figer une idée. C'est une énorme amélioration par rapport à la mémoire purement verbale, qui s'estompe et dérive un peu à chaque utilisation. Une fois que vous savez dessiner un cheval, vous pouvez tout dessiner. Un itinéraire, un plan, un conte, une histoire. Des études révèlent un lien profond entre le tracé de marque et le développement du langage. Les mêmes régions du cerveau s'activent ensemble. Les enfants qui dessinent plus tôt développent souvent un vocabulaire plus riche, et les traces archéologiques laissent entrevoir un schéma similaire. L'explosion de l'art symbolique coïncide avec des outils plus complexes, un commerce à plus longue distance et des parties de chasse en groupe mieux coordonnées. On dirait une boucle de rétroaction, destinée à entraîner le cerveau même qui a rendu le dessin possible. La sélection naturelle a discrètement récompensé les groupes capables de planifier plus loin, de chasser plus intelligemment et de transmettre leurs idées à travers les générations. Nos ancêtres ne se contentaient pas de décorer des pierres, ils bâtissaient les fondations mentales de tout ce qui allait suivre. Ce qui renvoie à une raison plus profonde, d'où tout le reste a fini par naître à partir de cette première ligne peinte sur la pierre. Voici l'idée essentielle. Lorsque vous dessinez un mammouth sur un mur, vous venez d'inventer la pensée hors ligne elle-même. Avant cela, toute pensée devait naître à l'intérieur d'un cerveau vivant. Et lorsque le cerveau mourait, la pensée mourait avec lui. Le savoir était une flamme que l'on transmettait de bougie en bougie, en perdant un peu à chaque passage. Une marque sur la pierre brise cette règle. C'est une pensée qui n'a plus besoin de vous pour rester en vie. Il peut attendre 40 000 ans dans l'obscurité et transmettre encore son sens à quiconque le découvrira. C'est une avancée d'une puissance incroyable, la première fois que l'information pouvait perdurer en dehors de la biologie dans l'histoire de la Terre. Une fois cela acquis, la culture devient un logiciel qui s'hérite. Chaque génération ne réinvente plus le feu ni ne redécouvre les routes migratoires à partir de zéro. Ils héritent d'une bibliothèque grandissante de marques, de symboles, d'histoires, de chants, et finalement de l'écriture, des mathématiques, de la science, tout ce qui découle d'un seul mur. Les peintures rupestres ne sont pas les ancêtres de la Joconde, elles sont les ancêtres de l'alphabet, de l'équation, de la carte, du calendrier. Ce qui veut dire que chaque écran que vous regardez, chaque rectangle lumineux dans votre poche, a en réalité commencé dans une grotte. Vraiment, chaque SMS que vous avez envoyé est un lointain descendant d'un pochoir de main peint à Sulawesi. L'impulsion est identique. Prendre une pensée, la déposer quelque part où elle pourra survivre à l'instant, et croire que quelqu'un d'autre saura la comprendre. Tu le fais encore tout le temps sans t'en rendre compte. Tu gribouilles dans la marge d'un carnet pendant un coup de fil ennuyeux. Tu envoies à un ami une photo de ta tasse de café, au lieu de taper 3 phrases entières sur ta matinée. Vous utilisez un emoji parce qu'un petit visage jaune transmet une émotion bien plus vite que n'importe quel vrai mot. Les mèmes sont des peintures rupestres. Un mème, c'est un symbole partagé qui se propage dans une communauté, porteur d'un sens précis pour ceux qui le reconnaissent. 40 000 ans plus tard, nous dessinons toujours sur exactement le même mur, simplement avec des outils différents. Observez un jeune enfant. Bien avant de savoir écrire une seule lettre, il dessine déjà des soleils avec de petits visages. Il dessine des bonshommes bâtons avec des têtes rondes. Il dessine leur famille comme une rangée de silhouettes se tenant la main. Personne ne leur enseigne cela. Ça sort d'eux, comme le langage. Ce n'est pas un passe-temps, mais devenir humain. Chaque outil que vous utilisez pour réfléchir, un carnet, un tableau blanc, un post-it sur votre écran,
est une mémoire externalisée. C'est reconnaître que ton crâne est trop petit, poser une partie de la pensée à l'extérieur, là où tu peux la voir. Vous êtes encore, d'une manière bien réelle, une espèce des parois de grotte. La paroi a simplement changé de forme et s'est déplacée à l'intérieur. Il y a un étrange réconfort là-dedans. Quand vous griffonnez un plan sommaire sur une serviette, vous accomplissez un geste ancestral. La même chose qu'une femme, l'ocre au creux de la paume, a faite dans une chambre éclairée aux torches, il y a des milliers d'années. Tu presses un fragment de ton esprit dans le monde pour qu'il ne disparaisse pas avec toi. Si ça t'a plu, abonne-toi. Je fais des vidéos sur ce qui m'intéresse, des questions que je poursuis là où elles me mènent. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, vous trouverez ici d'autres vidéos sur la façon dont nos ancêtres pensaient, vivaient et sont devenus humains. Voici la question suivante. Quand nos ancêtres ont commencé à peindre les murs, ils ont aussi commencé à faire autre chose qu'aucun animal ne fait. Ils ont commencé à enterrer leurs morts, intentionnellement, avec soin, parfois avec des fleurs, parfois des outils, parfois du pigment d'ocre rouge. Que signifie-t-il quand une espèce décide qu'un corps n'est pas de la viande, mais quelque chose à déposer, à recouvrir, à garder en mémoire? Alors, pourquoi enterrer les morts au fond? C'est la prochaine question que nous explorons.